Nous pénétrons en Lozère par l'est de ce département, à Villefort, en direction de Florac, notre prochaine étape. Nous passerons par le Blémard, au pied du mont Lozère, village natal d'Henri Rouvière, éminent anatomiste du début du XXe siècle et membre de l'Académie de médecine. Il a laissé de nombreux ouvrages dont l'Atlas aide-mémoire d'anatomie et le précis d'anatomie et de dissection. De là, en passant par le col du Finiel, nous arrivons au pont de Montvert, haut lieu du protestantisme. Entouré de pentes verdoyantes, ce village enjambe le lit de 3 cours d'eau. À l'entrée du pont du XVIIe siècle, qui traverse le Tarn, la tour de l'horloge servait de péage lors des transhumances, puis de prison pendant la guerre des Camisards. Cette guerre fut déclenchée dans le village suite à l'assassinat de l'abbé François Duchéla, curé de la paroisse et dont le zèle anti-protestant était bien connu. En 1702, l'abbé fait arrêter 5 jeunes huguenots qui cherchent à gagner Genève et les fait emprisonner. Les parents des détenus implorent la clémence de l'abbé, en vain. Alors, une 60aine d'hommes, armés de fusils, arrivent devant la maison du prêtre. Ce dernier est mis à mort sur le pont du village, puis jeté dans la rivière. C'est le point de départ de la révolte des Camisards. Aujourd'hui, on peut voir encore, à côté du pont, les caves de l'ancien presbytère. Du pont de Montvert, nous nous dirigeons vers Bédouès, commune dont faisait partie le hameau de Grisac. C'est là que naquit en 1309, dans le château de ses parents, Guillaume de Grimoard, qui deviendra en 1362 le 6e pape d'Avignon, Urbain V. Il fut baptisé dans la chapelle romane Saint-Saturnin à Bédouès, édifiée au XIIe siècle. Endommagée en 1581 par les protestants, elle est restaurée fin XIXe par un peintre italien spécialisé dans les techniques de fresque du XVe siècle. Aujourd'hui, elle sert de référence à des techniciens du Louvre qui étudient les méthodes de restauration des peintures. À Bédouès, aussi, se dresse la collégiale, construite à partir de 1363 à l'initiative d'Urbain V. Elle est bâtie à l'emplacement du tombeau de ses parents pour en honorer la mémoire et elle est dédiée à la Vierge. Au matin du 2e jour, de Florac, nous prenons la route pour nous rendre à Marvejols. Nous faisons halte à Mende, chef-lieu de la Lozère, où la visite de la cathédrale s'impose. Construite au XIVe siècle, elle est détruite en partie en 1579. De la plus grande cloche de la chrétienté, il ne reste aujourd'hui que le battant de 2,15 m. À l'intérieur, un escalier descend à la crypte de Saint-Privat. Le chœur est orné de belles stalles en bois sculpté qui datent de 1692. Au-dessus, les tapisseries d'Aubusson représentent les scènes de la vie de la Vierge. La chapelle du chevet abrite la Vierge Noire qui aurait été sculptée au XIe siècle dans un bois très dur rapporté d'Orient par les croisés. À l'extérieur, la façade ouest, précédée d'un porche, est encadrée par 2 clochers. Celui de gauche
dit de l'évêque, culmine à 84 mètres avec une fine colonnade inspirée de la Renaissance qui contraste avec le clocher des chanoines. Plus loin, vers la rue de l'Arjal, on remarque une belle maison à pans de bois en encorbellement, ainsi qu'une maison du XVe avec ses fenêtres à meneaux. De là, nous arrivons à la fontaine de la place Griffon qui servait, dit-on, à nettoyer les rues. Après avoir quitté Mende, nous passons par Marvejols pour nous rendre sur la route des lacs. Là, nous traversons de très jolis paysages de l'Aubrac, parsemés de burons, cabanes de bergers, dans lesquelles était traditionnellement fabriquée la fourme de l'aïeul. Nous traversons ensuite le petit village de Saint-Germain-du-Teil avant de rejoindre notre destination du jour, Marvejols, ancienne capitale du Gévaudan. Le lendemain, la visite des rues de Marvejols, en passant par la porte du Soubeyran, nous fait découvrir le marché local avec ses spécialités, notamment la fouasse et le gâteau à la broche. Nous n'hésitons pas à faire la queue pour pouvoir déguster ces pâtisseries sous la protection de la statue d'Henri IV, reconnaissance des Marvejolais à leur bienfaiteur. En effet, c'est Henri IV qui a été à l'origine de la reconstruction de la ville, quasi détruite par les protestants. Nous déambulons dans les ruelles jusqu'à la place Henri Cordès, avec sa curieuse horloge de Coutançon, du nom de l'horloger qui en fait cadeau à la ville, à condition de percevoir pendant 30 ans les revenus des emplacements publicitaires. De là, nous jetons un coup d'œil à la porte de Chanel, opposée à celle de Soubeyran. Puis, nous reprenons la route vers Nasbinal, capitale touristique et culturelle de l'Aubrac, paradis des randonneurs et étape des pèlerins de Saint-Jacques. Après une bonne planche de charcuterie, nous consacrons un peu de temps à la magnifique église romane des XIIe et XIVe siècles. De Nasbinal, nous pénétrons brièvement en Aveyron pour ne pas manquer la ville de l'Aïeul, connue pour sa coutellerie, où nous visiterons un atelier de fabrication de couteaux. Après cette brève escapade en Aveyron, nous nous dirigeons vers Fournel, dominé par son imposant château et son église romane, avant de pénétrer en Margeride et faire escale au Malzieu. Cette 4e journée nous mène du Malzieu à l'Habitarelle, hameau voisin de Châteauneuf-de-Randon. Au cœur de la vallée de la Truyère, le Malzieu, perle de la haute Margeride, fut fortifié à l'époque médiévale. Une large partie de cette enceinte a été conservée. La porte des Drogols était empruntée par les tisserands
qui allaient laver et teindre leur production au bord de la Truyère. Les teintures étaient utilisées ou vendues par des droguistes, ce qui a donné le nom à cette porte. Un parcours historique numéroté permet de faire le tour de l'intérieur de la vieille ville. La porte de Sogg, avec ses dispositifs défensifs, nous fait découvrir des maisons à tourelles d'angle et de beaux encadrements de portes conçus par des maçons italiens. Sur la place du marché, une haute croix en granit se dresse sur l'ancien pilori. C'est aussi sur cette place que les paysans et les marchands de Saint-Chély venaient vendre leurs produits. Au détour d'une rue, on voit l'aune des drapiers. Cette barre métallique de 1,118 m de longueur servait d'étalon pour les drapiers du secteur. En 1736, il y avait 47 tisserands au Malzieu. La place de Rosières est bordée par l'ancien couvent des Ursulines. La tour de l'horloge, ancien donjon féodal datant du XIIe siècle, est magnifique. La collégiale Saint-Hippolyte a été reconstruite au XIXe siècle pour la troisième fois. Elle est de style néo-roman et a conservé, malgré tout, quelques éléments architecturaux du XIIIe siècle. C'est autour du Malzieu, de Saint-Alban et Saint-Chély, que la bête du Gévaudan a terrifié les habitants de cette région durant 3 années, de 1764 à 1767, faisant une centaine de victimes. Les attaques cessèrent après un coup de fusil tiré contre un loup près du mont Mouchet. Le mystère reste encore entier aujourd'hui. Après cette visite au cœur du Moyen-Âge, nous ne serons pas dépaysés par le site médiéval d'Apcher avec son imposante tour. Aujourd'hui, de ce site abandonné au XVIIe siècle, on peut admirer le donjon, les vestiges de logis et les dépendances du château entièrement démantelées au cours des siècles, ainsi que la chapelle castrale. L'étonnante échelle évoque les engins de siège du Moyen-Âge. En périphérie du château et dans le village, on peut voir un vieux ferradou avec les genouillères pour attacher les pattes de l'animal ainsi que le joug pour l'immobiliser avant de le ferrer. On y voit aussi un vieux four à pain communal encore utilisé de nos jours au cours des fêtes du village. Nous partons à présent pour Saint-Alban-sur-Limagnole, étape incontournable pour les pèlerins de Saint-Jacques. Le château a abrité durant plus d'un siècle l'unique hôpital psychiatrique de Lozère. On remarquera le beau portail. L'église, quant à elle, date du XIIe siècle avec son clocher-peigne qui fut démoli pendant la Révolution et reconstruit en s'inspirant de sa forme primitive. À quelques kilomètres de là, Châteauneuf de Randon est perché sur une butte granitique. On ne manquera pas la très belle vue depuis le sommet du village, ainsi que la statue à la mémoire de Duguesclin, qui avait été chargé de libérer la ville aux mains des Anglais. De là, nous rejoignons notre hôtel à l'Habitarelle, avec ses chambres au décor d'un autre temps. Le lendemain matin, à proximité de notre hôtel, nous cherchons vainement la fontaine du Guesclin, où l'on dit que le connétable aurait bu de l'eau trop froide, ce qui aurait entraîné sa mort quelques jours plus tard, en 1380. Nous repartons bredouille vers la gare de Guérin, terme de notre voyage, en passant par Villefort, la Bastide de Puylaurens et l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Avant d'arriver à notre hôtel,
Nous visitons le site des gorges du Chassezac. Cet endroit est saisissant. Du belvédère, le regard plonge à pic au-dessus des gorges du Chassezac. La profondeur de l'abîme, avec ses parois verticales, laisse une impression très vive, mais dont le rendu photo est rarement à la hauteur du site. Nous terminons la journée par une magnifique vue de la tour depuis notre chambre. Le lendemain matin, nous déambulons dans les rues de la gare de Guérin. Ce village fortifié est une étape de la voie Régordane, le GR 700, qui mène les pèlerins du Puy-en-Velay à Saint-Gilles, soit 242 km. Les maisons s'alignent le long de la rue principale. Elles sont construites en gros blocs de granit. L'église montagnarde, à clocher à peigne, est soignée. Le donjon est le seul vestige important du château fort primitif. Après cette visite des vieilles rues du village, nous quittons la gare de Guérin pour rejoindre Villefort, à quelques kilomètres, et fermer la boucle de notre périple qui s'achève ici.